Salut tout le monde et bienvenue dans le 5e épisode de Spring Talk. Ça y est, la saison LF 2024 est terminée. On a eu la finale dimanche dernier entre le Fire et les Vikings. Et donc le Fire est officiellement back-to-back champions. Ils ont gagné le match sur un score de 51-20. Bon, c'était un match qui était un peu attendu comme un sacré show. Ça l'a été pendant un temps. Ça aurait pu être une plus grosse finale, je pense, mais au final, ça a été quand même une grosse domination du Ryan Fire pendant une large partie du match. On va décrypter un peu ça. Donc le match, il commence, les deux équipes vont mettre un touchdown sur leur opening drive. On voit que d'entrée de jeu, les Vikings, ils ont envie de tester les jeux au sol, le jeu à la passe. Vraiment sur le premier drive, il y a beaucoup d'utilisation de Kayari Payarinen, le running back. Et il y a même Ben Holmes qui commence déjà à subir un peu quelques pressions. Hein, le front seven du Ryan Fire, c'est quand même quelque chose. Ils lui mettent un peu de pression et sur certains jeux, il est obligé d'aller chercher un first down au sol. Donc dès le premier drive, il y a un peu tout ce qu'on peut voir de possible dans l'attaque des Vikings qui est utilisé. Ça paye, ils vont chercher un touchdown. Pareil, le Rainfire répond à peu près de la même manière, mais ils vont quand même bombarder beaucoup à la passe sur leur premier drive. Le Rainfire va mettre aussi un touchdown sur leur premier drive. C'est un match où il y a eu beaucoup de pénalités. Hein. Il y a eu 12 pénalités pour le Rainfire, 11 pour les Vikings. Donc on est quand même sur un match où on a 23 flags. C'est quand même énorme. Il y en a même un qui a été vraiment un moment crucial dans le match. J'y reviendrai après, mais c'est vraiment, je pense, peut-être une des finales où il y a le plus de... Même un des matchs, franchement, un des matchs LF de cette année où les flags ont quand même un peu haché le jeu par moment. Il y a eu beaucoup quand même de holding. Bon, c'est tout, c'est le jeu, mais c'était un rythme un peu particulier. Euh, Après, quand on a eu les deux équipes là qui ont mis dans le premier quarter 7-6 parce qu'au final, les Vikings ont raté leur extra point. Là, déjà, on se dit, c'est pas le genre de truc à offrir au Rainfire des avances au score. Les Vikings vont être très vite, en première mi-temps, impactés par des turnovers. Il va y avoir un premier fumble de Payarinen dans le premier quart-temps. Quand il reste 5 minutes, ils sont sur les 30 yards du Rainfire. À ce moment-là, ils viennent d'enchaîner plusieurs jeux, les Vikings, où ils font que des screens, c'est des passes dans le flat avec Payarinen qui fait des courses en sideline, et ça fait 2-3 jeux d'affilée comme ça, et on voit que la défense du Rhein s'adapte, et il se fait forcer un fumble. Il est linebacker du Rainfire, j'en avais parlé dans la preview, mais la ball security, c'est un truc, il faut faire hyper attention en temps normal, mais j'ai envie de dire encore plus contre une escouade de linebacker du Rainfire qui va forcément aller forcer le turnover, et ça a été le cas. Donc déjà, un fumble perdu sur les 30 yards, alors qu'ils allaient peut-être prendre une petite avance avec un deuxième touchdown à la fin du premier quart-temps, la perte de balle. Pareil, ce qu'on est habitué à voir chez les grosses équipes ELF, c'est que c'est des équipes qui jouent beaucoup de motion. Il y a des jet sweeps, il y a des trick plays. C'est des équipes qui essayent un peu de varier leur schéma offensif. Là, on voit que les Vikings ont un peu du mal à installer leur schéma et que le Rainfire, eux, ça domine à ce niveau-là avec beaucoup de motion, beaucoup de créativité dans les jeux. Et on sent qu'eux, ils n'ont pas trop de mal à dérouler leur plan offensif. Et globalement, des deux côtés là, du match, dans les deux équipes, des deux côtés des équipes, dans la première partie du match, on a des lignes offensives qui tiennent. Je pense pas qu'il y ait de sac dans la première mi-temps, mais il y en aura quand même dans le match parce qu'il y en a deux contre le Rainfire et trois contre les Vikings. Et il me semble, peut-être à vérifier, mais je crois que c'est que dans la deuxième mi-temps. Donc dans la première mi-temps, les lignes offensives tiennent assez pas mal. Mais n'empêche que ce que réussit bien la défense des Vikings, c'est de bloquer Glenn Tunga un peu. Il fait un gros match, hein, il fait 23 courses, 91 yards, 2 touchdowns, mais on va dire qu'il est bloqué sur les longs jeux explosifs. C'est beaucoup moins des longues courses qu'il réussit à produire, mais en fait, il va quand même chercher des gains importants. Hein. Dès qu'il court, c'est minimum du 5 yards, il faut une grosse partie de la défense pour l'arrêter. Et il va quand même chercher des first down. Si c'est de la 3e et 7, on peut l'envoyer, il ira prendre le first down. Mais c'était beaucoup moins des courses explosives où il s'envole pour 20, 30 yards plus. C'était quand même intéressant de voir cette défense qui était quand même bien préparée pour le bloquer. Les deux touchdowns, c'est des actions en red zone. Donc voilà, c'est pas des courses de 75 yards de zinzin, quoi. Donc c'était quand même intéressant de voir qu'à ce niveau-là,
le front seven de Vikings était assez préparé. Ce qui n'était pas assez préparé, c'était le jeu de passe, parce que à la passe, sur les 516 total yards que fait le Ryan Fire, il y en a 390 à la passe. Donc c'est énorme. Là, pareil, le secondary des Vikings, quand même, cette saison, il n'a pas eu à jouer les plus gros receveurs de l'ELF avec la conférence qu'ils ont eue dans l'Est, et puis une saison parfaite, saison régulière parfaite, avec 12 victoires. Et il y a aussi eu pas mal de petits bobos quoi, pendant la saison. Il y a eu des changements, donc ça n'a jamais été un secondary très très constant, mais bon, qui est quand même très efficace. C'est des gros joueurs dans le secondary des Vikings. Mais on sent que là, dans ce match contre Arlen Coffey et Kelvin McKnight Jr., qui sont parmi les receveurs les plus rapides de la ligue, ils n'avaient pas eu à faire face à autant de receveurs rapides. Voilà, c'est contre Paris et Ryan Fire, c'est là où vraiment la défense à la passe des Vikings a été le plus mise à l'épreuve, quoi. Donc c'était pas, je pense, c'est pas en 2 matchs que tu peux te préparer contre les 2 meilleurs quasiment attaques à la passe de la ligue. Donc c'était un facteur là où ça a craqué assez vite dans le match, mais il y avait quand même des beaux duels, hein. C'est pour avoir revu le match là, il y a quand même des moments où ça aurait pu forcer les interceptions sur certains jeux, ou casser plus de passes. Ça joue à peu de choses près. Donc c'était quand même dans l'ensemble sur la première mi-temps équilibré, disons. On sentait que même si à partir du deuxième quart-temps avec les fumbles, le Ryan Fire impose un peu son jeu, ça peut être jouable à un moment pour les Vikings de revenir. Et en fait, ça s'effondre au moment où il y a le deuxième fumble de Pajarinen. À ce moment-là, on est toujours à 7-6. On est à 12 minutes en début de deuxième quart-temps. Donc bon, voilà, comme je dis, hein, le Ryan Fire impose son style assez tôt dans le match, en forçant ses 2 fumbles. Et là, il récupère la balle, ils sont, je crois, sur les 50 yards. Et donc là, il commence à dérouler. On a des touchdowns qui s'enchaînent. Et là, à un moment, quand les Vikings récupèrent le ballon et qu'ils font un autre bon drive, non, pardon, je me trompe, justement, c'est sur le drive que fait le Rainfire après le deuxième fumble qu'ils ont récupéré. Ils arrivent en red zone, il y a les Vikings qui interceptent le ballon, et là, ça va être sifflé comme safety. Donc, c'est-à-dire qu'on est en red zone, Jadarian Clark fait sa passe, il y a un défenseur, un cornerback je crois que c'est un safety américain qui récupère le ballon, qui intercepte Jadarian Clark. Il remonte un peu le ballon vers les 30-40 yards, sauf qu'en fait, ça va être sifflé comme un safety. Pourquoi ? Parce qu'il y a un défenseur, justement, il y a un corner des Vikings sur la passe. Lui, il va aller faire un plaquage sur Arlen Coffey dans la end zone. Et en fait, lui, il voit pas qu'il y a son safety qui a intercepté Jadarian Clark. Et c'est sifflé comme offensive holding. Donc ça donne un safety au Rainfire. Donc le Rainfire était en train de drive, il lance une interception, ça fait un safety, et donc les Vikings sont obligés de rendre le ballon au Rainfire. Là c'est vraiment une situation assez incroyable, quoi. C'est ça tue un peu l'opportunité des Vikings à ce moment-là de vraiment coller au score. Parce que je crois qu'à ce moment-là, il y a 23-6, avec un autre TD justement du Rain juste après cette offensive holding. Alors que bon, en fait, il n'y avait jamais offensive holding, parce que c'est vraiment... vous prenez un jeu, le QB cherche un receveur en end zone, il y a des défenseurs qui vont aller plaquer des mecs au moment où ils s'apprêtent à recevoir le ballon, et c'est un peu ce que lui était en train de faire. Il n'y a jamais un holding avec les bras sur le défenseur et tout. Ça a été sifflé vraiment bizarrement, et on sent qu'à ce moment-là, ça tue un peu l'opportunité des Vikings de recoller au score. Bref, à ce moment-là, on se dit, bon, c'est quand même pas à la fin, il reste beaucoup de temps, peut-être que les Vikings vont remonter un moment. Mais bon, les turnovers font très mal. C'est vraiment le genre de truc que tu payes ça très cher en playoff, que ce soit contre le Reign ou je pense n'importe qui. Et là, en fait, pareil, dernier drive en première mi-temps du Rainfire, encore un autre touchdown. Il y a une énorme passe de Jadarian Clark pour Kelvin McKnight Jr. Et à la mi-temps, on est à 30-13. Donc là, ça commence déjà à faire pas mal de points. Il faut savoir quand même que le Rainfire, l'année dernière, ils mettent 53 points. Là, ils en mettent 51.
Donc on sait que c'est une équipe qui va mettre beaucoup de points. Et que quand une équipe met des 50 points en playoff, faut quand même venir avec un match très très bien préparé. Et voilà, retour des vestiaires, drive de 5 minutes du Rainfire, boum, 37-13, nouveau touchdown. C'est à ce moment-là que dans le troisième quart-temps, on va avoir les premiers sacs du match. C'est le seul quart-temps où les Vikings mettent pas de points. Il y a 7-0 pour le Rainfire dans ce quart-temps-là. En entrant dans le quatrième quart-temps, on sent que c'est encore possible. Je crois qu'à ce moment-là, il y a encore au début du deuxième quart-temps, il reste 2 time-out pour chaque équipe. Il y a un gros jeu surtout. Les Vikings vont faire un sac et juste derrière, en attaque, ils font un gros jeu avec une très bonne passe pour Noah Touré. Il va esquiver plein de tackles, il va bien avancer le ballon. Mais là, il n'y aura pas de concrétisation sur ce drive parce qu'à un moment, ils se retrouvent en 4ème et 14, les Vikings. Ben Holmes il fait une passe et c'est intercepté. Donc là, il reste 8 minutes, je crois, et ça commence. Ouais, 10 minutes, seulement il reste 10 minutes, parce que justement, après, en même pas. En 1 minute 30, il y a le Rainfire, il va aller mettre un touchdown. Il y a une 3ème et 9, 36 yards, boum, grosse bombe de Jalen Clark. Le placement est magnifique, le catch est magnifique. J'en avais parlé aussi dans ma preview, mais qu'on allait voir un peu des backups du Rainfire marquer des grosses actions, et ça a été le cas. Et là, bon, c'est un peu foutu niveau temps, il reste 8 minutes, il y a 50-13 à 5 minutes de la fin du match. Les Vikings ils vont faire un dernier drive à 30 secondes de la fin, et Yaris Horn il mettra son 3ème touchdown du match. Mais bon, voilà, c'est foutu. Hein. Yaris Horn qui fait quand même un bon match, hein, 5 réceptions, 66 yards, 3 touchdowns. Mais voilà, en dehors de ces 3 touchdowns, il n'y aura eu que 2 autres catchs, quoi. Pareil, Noah Touré, 3 réceptions, 70 yards. Et là, après, le 3ème meilleur receveur, c'est le running back, Payarinen, 4 réceptions, 41 yards. Et leur tight end, Florian Bierbaumer, qui fait pas un gros match, fait 2 réceptions pour 20 yards. Je crois que même la première, ça doit être peut-être quasiment un jeu de 12 ou 15 yards. Donc, mais qui a beaucoup été utilisé en bloqueur. Et puis, voilà, comme j'ai dit, c'est que on empêche une attaque. Globalement, le fait que les Vikings aient joué une saison encore dans une conférence largement à leur portée, où ils font 12-0, et que les seuls matchs où il y a un peu de compétition pour eux, ça a été les matchs de playoff, quelques matchs quand même aussi en saison régulière, notamment le match contre les Mercenaries où vous avez failli perdre. Mais c'est aussi une équipe qui, malgré tout, n'a pas eu ce niveau de confrontation constant, et que, à la différence de la saison de Paris, où on sent que Paris, ça ne fait que prendre du niveau de semaine en semaine. S'il y a un absent, on peut le remplacer, l'effectif, il est ultra complet. Là, c'était un peu plus compliqué chez les Vikings. Malgré les bye weeks, où justement, malgré sur quasiment le dernier mois, ils ont plusieurs 2, 3, 4 semaines de repos pour 2 matchs, avec le cumul des bye weeks de saison régulière et des matchs de playoff. Mais est-ce que là justement l'effet bye week a joué un peu dans leur défaveur? J'ai envie de dire non, parce que d'entraîner de match, en fait ils sont dedans. C'est vraiment les turnovers là qui font mal, les 2 fumbles perdus, le manque de créativité offensive qui était assez flagrant, beaucoup moins de motion, beaucoup moins d'utilisation de leur tight end. Pareil, quand on a perdu 2 fois le ballon sur des courses du running back, on a un peu vu moins de jeu au sol. Ben Holmes, il ne fait presque plus de courses aussi, où ils essayent de conserver le ballon. Donc c'est beaucoup de passes qui ne sont pas complétées. Hein. Ben Holmes, il fait 16 sur 30 pour 214 yards, 3 touchdowns et une interception. Donc en retirer 3 passes de Pourris Horn qui sont des touchdowns, il a 13 passes complétées. Bon, c'était pas son meilleur match malgré sa belle saison et qu'il est first team All-Star. Il fait une très bonne saison quand même cette année, Ben Holmes, pour une première, et là on vient de l'apprendre, il vient d'être prolongé pour la saison 2025 chez les Vikings. Donc c'est vraiment, je pense, le côté les Rainfire, c'est une sacrée défense, c'est un gros front seven, c'est des gros cornerbacks, c'est des gros safety. C'est quand on n'a pas joué contre ce niveau-là, excepté, comme je dis, Paris, et c'est normal que ça se reprenne un peu. Mais malgré tout, quand j'ai revu le match une deuxième fois, j'étais moins surpris. En fait, la première fois, quand je regardais le match en live, je dis merde, la vache, putain, ils se font quand même rouler dessus. Et
à la deuxième fois, je me suis dit, bon, en fait, ils avaient quand même l'air d'être dedans, et c'est juste que ça passait pas, quoi. Et quand on est à 10 minutes de la fin dans le Q4, quarter 4, et puis qu'ils font leur 4e et 14, alors que c'était une série où ils avaient, dans les dernières minutes du 3e quart-temps et le début du 4e quart-temps, où ils mettaient un peu de pression sur la Fire, en allant chercher des sacs, en faisant quelques stops défensifs. En fait, la Fire, je crois, ils puntent que 3 fois, et les 3 punts, justement, c'est dans le début de deuxième mi-temps. Donc il y a quand même une petite période où ils peuvent un peu imposer leur rythme, mais ça ne suffit pas, l'écart de points est massif, il faut vraiment enchaîner chaque drive avec des touchdowns pour égaliser, et c'est ce qu'on avait vu l'année dernière avec la finale contre le Surge, quand Ryan Fire gagne 53 à 34, je crois, de mémoire. Je crois qu'il y a une trentaine de points du Surge. Le Surge aussi, en fait, ils ont fait un gros. Eux, ils avaient fait une grosse première partie de match, et en 4e quart-temps, ils s'étaient vraiment roulé dessus par Ryan Fire, quoi. Mais malgré tout, bon, au final, j'avais tweeté là que c'était peut-être la pire finale ELF, parce que franchement, il y avait vraiment cette impression de. Les flags tuaient le match. Bon, après, il y avait des flags qui sont un peu questionnables, et d'autres qui sont largement légitimes. Hein. Mais en fait, visuellement, en live, ça donnait vraiment une impression de finale un peu moyenne. Et bon, c'était sympa. Il y avait 41 000 fans dans le stade, c'est le record ELF. Mais vraiment, il n'y avait pas trop d'ambiance, quoi. Alors même qu'on était quasiment sur les terres du Rain Fire. Hein, je l'avais posté au final. Veltins Arena, c'est à une demi-heure du territoire du Rainfire, donc sur 41 000 fans, vous pouvez imaginer que c'était des dizaines de milliers qui étaient quand même des fans du Rainfire, et c'était pas, si le feu que ça, quoi, pour le coup. Et même, j'ai même pas trop vu on a vu des t-shirts des Vikings, mais on n'a pas trop vu de fans des Vikings, donc bon, c'est sûr que quand les fans des Vikings sont quasiment à 900 km de chez eux, ça peut être un peu difficile d'avoir les fans aussi pour supporter les Vikings, quoi. Mais bon, globalement, quand même, une finale sympa. Je pense que c'est la conclusion logique de cette saison. Leur Fire, malgré leur début de saison un peu mou, ils ont très vite rebondi, et ça reste la meilleure équipe de la ligue qui enchaîne le back-to-back. Niveau stats, Jadrian Clark, il est à 24 sur 31, 343 yards, 4 touchdowns. Et puis donc une interception, mais son interception, en fait, il récupère le ballon sur le drive d'après, par rapport à ce que j'expliquais tout à l'heure, avec le safety qui leur a été sifflé sur le flag. Niveau receveur, on a Kelvin McKnight qui fait un gros match, il a 9 réceptions, 141 yards, un touchdown, avec aussi beaucoup de bons retours dans ce match. C'est le retourneur. Il a joué en XFL en 2023, Kelvin McKnight, c'était un des top 3 retourneurs en XFL 2023 chez Seattle Sea Dragons, et là on l'a vu, hein, c'est un kick-off qu'il connaissait très bien, vu que c'était le même kick-off qui jouait en XFL à cette époque-là, et ça a été une arme absolue tout au long de la saison pour Ryan Fire sur les retours de kick-off. Et là sur ce match-là, il y a plusieurs drives à l'attaque. Ryan Fire, elle commence largement dans les 30-40 yards, donc il fait Jadrian Clark, souvent il faisait une passe, boum, ils sont direct dans les 45 yards adverses. Donc voilà, grosse pression spécial team et offensif aussi à ce niveau-là. Arlen Kofi, pareil, gros match, 8 réceptions, 84 yards, un touchdown. Incroyable encore, Arlen Kofi, un des meilleurs receveurs allemands de la ligue. Donc un des meilleurs receveurs européens. Leur tight end aussi, Sauerland, 4 réceptions, 80 yards, un touchdown. Et derrière, on a un peu les backup tight end et receveurs, Alexander et Winter, qui font une réception et un touchdown, une réception à un touchdown à 64 yards et l'autre 36 yards. Donc on a une grosse distribution du ballon, encore une fois là. Et Jadrian Clark a terminé MVP du match, ce qui est tout à fait logique vu la prestation. Et la défense était aussi très productif des deux côtés, quoi. Même si, comme je dis, la première mi-temps, pas trop de sacs, même pas de gros plaquages pour perte, des TFL. C'est surtout en fait les turnovers qui font très mal. Comme Colorado Fire a une défense qui va forcer le turnover, et là ça a tué le run game des Vikings, qui aurait pu être un moyen pour eux vraiment d'imposer leur style offensif et d'aller gagner ce match avec tout leur arsenal à la passe et au sol. Et bon, là ils ont été vraiment limités, à part trouver
des passes pour touchdown pour Rhys Horn, Noah Touré, quelques jeux. Mais ça n'empêche que Pajarinen, quand on regarde sa feuille, 14 courses pour 163 yards. Mais bon, en fait, vous retirez les grosses courses qu'il a fait où il y a les fumbles forcés. Enfin, c'est pas des gains monstrueux et qui leur permettent vraiment. Et je pense que la plupart de ces yards sont quasiment faits aussi en première mi-temps, quoi. Parce que même si justement, oui, à un moment, il y a 23-6. Il me semble que là, on est dans les dernières minutes de deuxième mi-temps et la Fire refait un bon drive, ils sont en red zone. Donc bon, c'est là aussi justement où, sur ce drive-là où ils vont mettre un deuxième touchdown pour Rhys Horn. Donc c'est pour ça qu'à la mi-temps, quand il y a 30-13, c'est pas déconnant à ce moment-là. Vraiment, ils viennent de répondre au Red Fire sur un bon drive. Donc c'est les turnovers, les 2 turnovers qu'on a eu lieu en première mi-temps et qu'on a la pause, il y a 30-13. C'est ouais, on a fait une première mi-temps moyenne. Les pertes de balles font absolument mal à Vienne, mais c'est que ça permet pas non plus d'être dans le bon mood et puis de construire pour la suite du match. Et puis au retour des vestiaires, quand le drive où ils mettent 37-13 leur Fire, il est absolument incroyable, quoi. Là pour le coup il y a un effet rouille sur le début de deuxième mi-temps pour les Vikings, quoi. On sent que c'est un peu compliqué pour eux là de maintenir le rythme chez les défenseurs. C'est quand même, ils ont resté quand même plus de temps que sur le terrain que l'attaque. Donc là, à ce moment-là, la fatigue joue un peu, quoi. Mais bon match, quoi. C'est vrai que bon match du Fire. En tout cas, là, on a vu un déploiement de tout leur force. Mais ce qui est un peu dommage, pour moi, c'est les penalties, quoi. 23 flags. Si vous avez moyen de voir le match en entier, je vous le conseille. Sinon, il y a les highlights sur la chaîne YouTube de SFN. Ou même si vous avez le Game Pass ELF, le condensé en 25 minutes, là il est pas mal, mais on voit pas justement les flags sur les matchs condensés. Mais bon, c'est vraiment aussi quelque chose qui, je trouve, joue dans le match, quoi. C'est pas rien, c'est pas. Franchement, en ELF, c'est pas souvent qu'on voit les meilleures équipes, quand elles s'affrontent, avoir une vingtaine de flags jetés au sol. Donc là, c'était aussi un élément où il faut se préparer. On ne sait jamais justement ce que ça peut donner un match où on n'a pas l'habitude d'avoir autant d'interruptions de temps, de beaucoup de reviews aussi dans le match, donc même des challenges. Je crois que chaque coach a dû balancer un challenge. Voilà. Donc bon, voilà comment se termine la saison avec un back-to-back Rainfire qui est amplement mérité. À voir comment justement maintenant cette équipe va continuer en ELF, parce que là la domination elle est énorme. Moi quand je vois le Rainfire, ça me fait penser un peu aux Birmingham Stallions en UFL, qui est une équipe qui vient de gagner 3 titres d'affilée quand on compte leurs 2 premières saisons en USFL, et là ils sont champions en UFL pour la saison inaugurale. C'est pour moi, quand je prends des équipes de Spring Leagues, de ligues alternatives qui dominent à ce point-là, c'est ce qu'on se rend compte, c'est soit en fait elles sont bonnes avec n'importe quel joueur parce que le coaching staff est incroyable, soit en fait l'effectif reste à peu près le même et ils redominent avec les mêmes joueurs. Donc en fait, on sait maintenant ce que c'est le Rainfire et de quoi ils sont capables. Est-ce que là, avec les franchises qui se développent, les expansions, les franchises qui ont plus de moyens, ils vont peut-être commencer à perdre des joueurs, qui sait. Donc bon, là, si en l'état ça reste la même équipe, le même coaching staff, il faut amplement compter sur Rainfire pour aller chercher peut-être un 3e titre. C'est clairement quelque chose d'imaginable. Là, en l'état, va falloir voir un peu justement c'est quoi leur recrutement, c'est quoi leur départ. Est-ce qu'il y a des changements de coaching staff? Est-ce qu'ils pourraient perdre des coachs pour aller dans les... Là, on l'a vu, il y a la nouvelle franchise d'expansion, les Nordic Storm. Donc, est-ce que les Nordic Storm vont un peu s'inspirer de Madrid, qui avait pris quelques joueurs du Rainfire, quelques autres joueurs aussi d'autres franchises pour les imports européens, américains, et que le Rainfire, on dit c'est une bonne équipe, tiens, on va essayer d'aller chercher des joueurs chez eux. Ça va être intéressant, je pense, autant pour le Rainfire que les Vikings. Là, les Vikings aujourd'hui viennent d'annoncer la prolongation de Ben Holmes pour 1 an et la prolongation de Noah Touré pour 3 ans. Noah Touré, là, qui vient d'être rookie offensif de l'année. Et là, première fois qu'un joueur est prolongé pour 3 ans, les seuls contrats de plusieurs années qu'on avait eu jusqu'à présent, c'était des défenseurs qui avaient signé 2 ans. On avait eu Kyle Kitchens côté Brian Thunder, et là, on a eu AJ Wetland côté Panthers Wroclaw.
Donc là, c'est vraiment la première fois qu'on a un joueur qui a signé 3 ans. On a des franchises maintenant qui sont en capacité de garder des joueurs longtemps. Donc tout l'intérêt d'avoir aussi une ligue européenne avec les gros talents européens qui puissent rester dans leurs équipes. Je sais pas, on pourrait prendre un gars comme Stanley Zarekbe en France avec les Paris Mousquetaires. Si là il a fait encore une énorme saison, ce sera peut-être pas impossible de le signer 2 ans pour éviter justement qu'il parte dans une autre équipe. Voilà, donc là ça va être un peu l'actu ELF sur cette fin d'année. Ça va être là on voit il y a des départs de coach, il y a des signatures de coach. Il y a la Free Agency qui commence début novembre. Donc là, la fin d'année 2024, je pense, va être très actif. On va avoir pas mal de choses. C'est le début de la off-season, mais on s'ennuie pas en début de off-season. Je pense que ce sera plus quand on sera autour du début 2025 et à l'approche du Super Bowl de la NFL. À ce moment-là, le LF, c'est assez calme et la NFL prend toute la place. Mais je pense que voilà, on aura vécu des playoffs vraiment sympas. Moi, j'ai vraiment adoré ces playoffs. Un peu moins la finale quand je l'ai vécu en direct. Mais après, en revisionnage, j'ai vraiment apprécié de regarder bien le match une deuxième fois. Donc voilà, moi je vous dis à la prochaine. Je pense qu'il y aura quand même des Spring Talks de prévus pendant cette off-season et cette fin d'année 2024 pour parler à la fois de l'actualité de l'UFL et l'actualité de l'ELF. Et en attendant, je vous souhaite une bonne journée et à la prochaine. Salut!